remercie pour m'avoir invité à parler de cette petite partie microscopique de la médecine qui est de la médecine de montagne, qui moi me passionne depuis des années, mais qui reste encore très méconnue de bon nombre de confrères et surtout très très méconnue du grand public. On sait vraiment qu'il est dangereux de plonger. On ne se rend pas compte qu'il est parfois très dangereux d'aller trop vite en altitude. Et en tant que médecin ou en tant qu'encadrant, lorsque vous allez devoir soit conseiller un futur voyageur d'altitude ou encadrer des groupes en altitude, il est important d'avoir quelques notions. Je vais essayer de vous les présenter en 1 heure, 1 heure et demie. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas à me couper la parole, je ne serai pas du tout vexé. Et puis on va commencer déjà par vous raconter un petit peu ce que c'est que l'IFREMONT. Voilà. Donc l'IFREMONT, on l'a fondé il n'y a pas si longtemps que ça, en 2005. On est basé à Chamonix, au pied du Mont Blanc, mais surtout au pied de l'aiguille du Midi. Et dans quelques diapos, vous allez vous rendre compte pourquoi on est basé au pied de l'aiguille du Midi. Donc quelques mots sur moi, je suis Pascal Zellner, je suis praticien hospitalier au SAMU 73 depuis près de 30 ans, médecin urgentiste depuis encore plus longtemps. Je n'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à cette présentation. Je vous ai mis sur la diapo les 2 mails où je reste joignable. Si vous avez des questions après la présentation, vous n'hésitez pas, j'y répondrai bien volontiers. Et je vous présente une des parties de l'IFREMONT, qui est notre laboratoire d'altitude, qui est situé au sommet de l'aiguille du Midi. Et c'est pour ça qu'on s'est installé à Chamonix, puisque en 1 quart d'heure, on va pouvoir bénéficier de conditions réelles, c'est-à-dire d'hypoxie hypobarique. On reviendra sur ces termes un peu plus loin. Pour planter le décor, voilà, c'est l'endroit où on va aller travailler pour faire des recherches cliniques sur l'être humain. Alors on a pris l'habitude de barder nos cobayes de capteurs. On fait beaucoup de recherches physiologiques plutôt appliquées plus que fondamentales. On va aller mesurer plein de données par rapport à des chaussures, par rapport à des vêtements, par rapport à des modes d'entraînement, par rapport à de l'alimentation. Mais l'avantage, c'est qu'on va le faire dans la vraie vie de tous les jours. Première partie de l'IFREMONT. Et donc, parmi l'Assemblée, parmi vos connaissances, si certains confrères ont des projets, ont besoin d'avoir un accès à l'altitude, à l'hypoxie hypobarique, on met gracieusement le laboratoire à la disposition de toutes les équipes qui voudraient en bénéficier. On se chargera de médicaliser l'endroit, puisque vous allez vous rendre compte que de monter à 3842 mètres, ce n'est pas dénué de tout risque, mais on est vraiment preneur de ces collaborations qui nous intéressent vraiment. Deuxième grosse partie du travail de l'IFREMONT, au-delà de la recherche, c'est la formation. Et d'ailleurs, si certains sont intéressés pour se former, pour pouvoir encadrer une expé, pour aller travailler dans des dispensaires, dans des pays d'altitude, vous allez vous rendre compte, on offre des formations à Chamonix. Et depuis quelques années, grâce au mécénat de certains tours opérateurs, grâce à l'UNITAR, on a la chance d'aller former les guides des pays étrangers pour faire de la prévention, parce que vous allez vous rendre compte que l'exposition brutale à l'hypoxie d'altitude peut parfois tuer, et c'est un chiffre qui reste méconnu. Par exemple, tous les ans, durant les saisons de trek au Népal, donc le premier printemps, avril-mai, le deuxième printemps, octobre-novembre, il y a 2 décès par semaine de francophones qui sont secondaires aux pathologies d'altitude. Là, on a appris des bonnes choses.
pero le va a inmovilizar. C'est un simulateur qu'on a inventé pour apprendre aux futurs médecins qui vont avoir la responsabilité de travailler dans les unités de secours en montagne à entrer et sortir d'une machine en toute sécurité. Et sur la base de ce simulateur, on a fait un très joli travail où on a comparé l'accidentologie secondaire à la non-formation des personnels de secours avant cette méthodologie et après. Et en leur faisant faire 2 jours de simulateur, après vous allez voir, on les emmène dans un vrai hélicoptère où les médecins n'ont plus de problème pour évoluer dans l'hélicoptère. Down from the rock, and he had a back pain and a femur fracture. Donc voilà un peu le panel de ce qu'on peut vous proposer à Chamonix et même plus loin. Vous êtes toujours les bienvenus. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour faire comme d'habitude en médecine, des rappels de physiologie. Je vais passer assez vite sur certaines diapos. Les diapos seront à votre disposition. Vous pourrez les utiliser comme vous le souhaitez. Si vous les utilisez dans d'autres présentations, je vous demanderai tout simplement de mettre un petit coprail qui remonte, ce sera sympa. Et on voit déjà ce qu'est la montagne. Alors pourquoi on parle de médecine de montagne? Pour essentiellement une seule raison. Vous le savez, quand on va prendre de l'altitude, la pression va baisser. Et cette baisse de la pression, elle va avoir des conséquences sur notre organisme, des conséquences physiologiques. La seule qui est connue de grand public, c'est plus on va monter, plus il va faire froid. Et donc dans la médecine de montagne, il y a une bonne partie de la pathologie spécifique qui est liée à l'exposition au froid, dont les gelures sur lesquelles on reviendra plus tard. Je profite de cette diapo pour vous mettre en tête, et c'est important, 2 cut-offs. Le premier, c'est l'altitude 2000 mètres. C'est l'altitude à partir de laquelle on va parler de haute altitude. Et on parle de haute altitude parce qu'à partir de ce cut-off, on va rencontrer des pathologies liées à l'altitude. Et en ce moment, moi, à Chambéry, on va chercher toutes les semaines à Val Thorens, 2300 mètres d'altitude, ça paraît ridicule, des vrais œdèmes pulmonaires de haute altitude. Vous les prenez à Val Thorens, vous les descendez à Albertville, ils sont guéris. Voilà. On est en France, on a la chance, on a les évacuations héliportées. Vous transposez ça par mauvais temps sur un trail débonnaire, un trail très à la mode, par exemple, sur le Tour des glaciers de la Vanoise, sur les 300 concurrents, et bien tous les ans, on a 2 concurrents qui font des œdèmes pulmonaires à l'altitude. Altitude moyenne du trail de la Vanoise, 2400 mètres d'altitude. Donc, important, première notion à faire passer à nos patients et aux équipes qu'on va emmener en altitude, on se méfie des 2000 mètres d'altitude et on verra après pourquoi. Le deuxième cut-off, il est aussi très important, c'est 5500 mètres d'altitude. C'est la définition de la très haute altitude. Et on sait à présent qu'au-delà de cette altitude, la vie permanente, elle est impossible. Même le mieux acclimaté du monde, il n'y a pas de population qui arrive à vivre à cette altitude sans pathologie.
Ce qui fait que lorsqu'on part en expédition, même le mieux acclimaté du monde, pour tout sommet qui va dépasser cette altitude-là, on aura le droit à une fenêtre de tir d'environ 15 jours, et après, si on n'a pas réussi le sommet, il faudra arrêter sous peine de mourir. Et on a maintenant un très beau modèle, on a le laboratoire HP2 de Grenoble, qui depuis quelques années étudie une population péruvienne à la Riconagua, ville minière à 5300 mètres d'altitude. Voilà, la population n'a pas le choix, il faut qu'ils croûtent, il faut qu'ils travaillent. Eh bien, c'est un modèle magnifique pour tout ce qui est pathologie chronique liée à la haute altitude. Et on s'aperçoit, et on a la confirmation que l'être humain ne peut pas vivre de manière permanente dans ces altitudes sans déclencher de pathologie. L'altitude aussi, ça a un modèle thermodynamique qui est assez complexe. On a parlé du froid, mais il ne faut pas oublier également les rayonnements UV. Et c'est des notions qu'il faut aussi faire passer à nos patients qui vont partir en altitude. Plus vous allez prendre de l'altitude, plus le rayonnement UV est important. Il va même être multiplié par 2 par le reflet sur la neige, sur les surfaces rocheuses humides. Et donc, on a vraiment des pathologies, de la dégradation physique qui va être liée à ce rayonnement UV intense. Un simple exemple, au sommet du Kilimanjaro, vous avez 2 fois plus de radiation UV qui vient de vous bombarder qu'au niveau de la mer. Et donc, c'est des notions qui expliquent aussi qu'au-delà de ces altitudes, physiologiquement, l'homme, même acclimaté, ne peut pas pouvoir survivre plus d'une quinzaine de jours. Alors là, je vais passer assez très vite, puisque normalement, c'est des notions qu'on a tous, c'est un rappel sur la physiologie, mais j'aime bien expliquer à mes patients, quand je les vois en consultation, pourquoi l'oxygène, c'est super important. Vous le savez déjà tous, cet oxygène, il sert à une seule chose, c'est à produire cette fameuse adénosine triphosphate, notre carburant universel. Vous savez qu'on n'a que 3 minutes de réserve, et donc si vous prenez un sujet, vous le mettez brutalement à 10 000 mètres d'altitude, il va mourir en 3 minutes. Pourquoi il meurt en 3 minutes? Parce qu'il consomme ses réserves d'ATP, et au bout de 3 minutes, il est décédé. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas s'exposer à la très haute altitude rapidement, sinon on va avoir de très gros problèmes. Et donc pour expliquer à mes patients pourquoi on va tomber malade en altitude si on n'est pas raisonnable, il faut se rappeler que l'ATP elle est vraiment importante pour les pompes à ANACA, et que lorsque nos pompes tombent en panne, grosso modo nos cellules elles vont gonfler, puis après elles vont mourir. Et lorsque nos patients comprennent ça, ils sont capables de visualiser ce qui se passe avec le mal aigu des montagnes. Moins vous allez être raisonnable mental, plus vous allez dézinguer de cellules, plus vous allez entrer dans la pathologie. Et il se trouve que cette hypoxie, que vous connaissez tous, et on va revoir pourquoi on est hypoxique en altitude, il y a 2 tissus qui vont recevoir en premier, c'est les tissus vasculaires et notre système nerveux. Donc, lorsque vous êtes hypoxique, vous allez avoir votre système cardiovasculaire qui va moins bien fonctionner, et surtout votre système cognitif qui va pouvoir être défaillant. Et en altitude, on réfléchit moins. Et tous les médecins de secours en montagne, ils savent qu'en début de saison, lorsqu'ils n'ont pas fait une bonne saison d'été, qu'ils ne sont pas acclimatés, il va falloir qu'ils se méfient, parce qu'on va être projeté brutalement à 3500 mètres d'altitude pour prendre en charge des patients. On va penser beaucoup moins vite. Et c'est une vraie réalité. L'hypoxie, vous l'avez peut-être tous expérimenté, on a un peu des zombies en début de saison. Donc je vous parlais de l'hypobarie, et j'aime beaucoup ce schéma qu'on a fait faire. On a produit une BD pour le grand public, et voilà ce qui se passe exactement en altitude. La pression descend, et même si la concentration des gaz atmosphériques reste la même, en fait les molécules, celles qui nous intéressent, les molécules d'oxygène, vont s'éloigner les unes des autres, et comme notre capacité pulmonaire ne change pas, à chaque aspiration, on va choper moins de molécules d'oxygène. On va le revoir juste après, et pour s'adapter, à ce moment-là, corporellement, on peut faire que 2 choses. Augmenter sa fréquence cardiaque et augmenter sa fréquence respiratoire. Et cette règle, ces 2 mécanismes de défense, ce seront les 2 seuls mécanismes qu'on aura à notre disposition la première semaine d'exposition. Donc c'est pour vous dire, si la première d'exposition, lorsqu'on va dépasser ces cut-offs de 2500 mètres d'altitude, si les gens ne sont pas acclimatés et s'ils ont certaines prédispositions, ils vont pouvoir déclarer
des pathologies d'altitude qui sont liées essentiellement à l'hypoxie. Le schéma de droite, ça doit vous rappeler quelque chose, hein, cette cascade de l'oxygène. Et moi, je l'utilise vraiment pour vous montrer que, en fait, troisième cut-off à savoir, lorsqu'on s'intéresse à la médecine d'altitude, c'est le cut-off 4000 mètres d'altitude. Parce que vous voyez que jusqu'à ce cut-off-là, lorsqu'on regarde les gaz capillaires, eh ben, on s'aperçoit que le chiffre est un peu le même. Et la seule différence, c'est que plus on va monter, moins au niveau cellulaire, on aura d'oxygène disponible pour nos cellules. Mais si on est assez intelligent pour adapter notre consommation musculaire d'oxygène, eh bien on ne devrait pas avoir trop de dégâts cellulaires. Une fois qu'on passe ce cut-off, on voit bien que dans le sang capillaire, les concentrations ne sont pas du tout les mêmes, ce qui veut dire que sur le plan médical, lorsqu'on encadre une expé, ou lorsqu'on doit vraiment expliquer la progression en altitude à nos patients, il faut rester très prudent la première fois qu'on va arriver à 4000 mètres, puisque si on n'a pas été raisonnable, si on a été très hypoxique, c'est à ce cut-off-là que, notamment la première semaine, les pathologies graves qu'on va revoir après vont pouvoir apparaître. L'autre mauvaise nouvelle avec cette baisse de la pression, autre petit rappel physiologique, vous savez que c'est que les différences de pression qui vont pouvoir faire passer les gaz de l'alvéole vers le capillaire pulmonaire. Et donc, quand la pression diminue dans l'alvéole, vous comprenez bien que le mécanisme de diffusion, il est dégradé. Alors, non seulement la pression inspirée, elle diminue, mais le mécanisme qui va permettre la bonne diffusion, le gradient de pression, va aussi diminuer, et donc les échanges alvéolaires vont être de moins bonne qualité. C'est exactement la même chose au niveau de nos cellules. Et puis, dernière petite remarque, on reviendra après dessus, c'est que lorsqu'on est hypoxique, on va monter notre pression artérielle pulmonaire, notre HTAP hypoxique, qui va venir encore dégrader la bonne diffusion des gaz alvéolaires. Et donc, en altitude, c'est bien le problème, c'est que le moteur de diffusion marche moins bien, et en plus, on a moins de gaz à diffuser. Et c'est pour ça que la première semaine, on va pouvoir être sujet à de graves pathologies. Heureusement, l'homme peut s'acclimater à l'altitude. Non pas pour pouvoir vivre, on l'a bien compris, au-dessus de ce fameux cut-off de 5500 mètres d'altitude, mais pour pouvoir vivre à des altitudes de 3000, 3500 mètres d'altitude, et notamment dans les pays de haute altitude, comme au Népal, vous apercevez que les villages sont à peu près à ces altitudes entre 3500 et 3800 mètres d'altitude, puisque avec ces mécanismes d'acclimatation, on peut vivre de façon permanente à 3500 mètres d'altitude. Ces adaptations, elles sont de deux ordres. Elles commencent au même T0. Une est plus courte, entre 6 à 8 jours, on l'appelle l'adaptation, on l'appelait avant les mécanismes immédiats d'adaptation, et puis une autre va durer à peu près 21 jours, ou 400 heures d'exposition continue à l'hypoxie. Mais on voit bien que, en fait, ces deux mécanismes, qu'on a pris l'habitude de séparer, ils commencent au même T0. On va d'abord voir cette phase immédiate, parce que c'est elle qui va conditionner votre consultation pré-voyage. Et puis ensuite, on reverra comment vient se greffer cette phase plus longue, qui est une phase en fait épigénétique, et qui est l'explication du pourquoi on peut arriver à vivre en altitude. Donc l'adaptation immédiate, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, on n'a aucune protection cellulaire. Corporellement, nos cellules n'ont pas de protection, et si on regarde ce qui se passe pour des Européens, pouf, qu'on met brutalement à 4000 mètres d'altitude, ça donne ça. Ici, on est déjà assez haut, on est à 4600 mètres d'altitude. Là, vous voyez, c'est un coureur Sherpa. Il court à 15 km/h, il est en short, il est en t-shirt. Ah, lui, il a même pas mal, quoi. Hein. Et là, vous voyez les Européens, qui sont en Europe, pourtant pas des manches. Hein, c'est des gens qui sont dans le top 200. Et vous voyez déjà trois choses. Si je suis là, c'est qu'il va bien. Déjà, regardez, hop, on loupe le sentier. On a les troubles de l'équilibre. On est beaucoup plus habillé et
on paraît un peu zinzin, quoi. Eh bien, c'est le reflet direct de l'hypoxie. Voilà. On est moins performant, et parce que, en fait, sur le plan physiologique, on produit moins d'ATP, et toutes nos cellules, elles souffrent de ce phénomène. Et donc ça, c'est une notion qui est très importante à faire passer aux patients qui ont l'intention d'aller voyager en altitude. La première semaine, on est très peu de choses, et toute action délétère, on va la payer cash avec 6 heures de retard. Alors cette phase immédiate, elle est uniquement liée à des chémorécepteurs qu'on a au niveau des carotides, qui sont des neurones spécialisés, qui font remonter la valeur de la PaO2 au niveau du système nerveux central, du système nerveux autonome. Manque de chance, il y a 5% de la population mondiale qui a des chémorécepteurs défectueux. Ça veut dire que ces sujets qui ont des chémorécepteurs qui ne fonctionnent pas très bien, ils vont mettre les mécanismes adaptatifs, tachycardie, augmentation de la fréquence respiratoire, en place avec du retard. Et donc tout l'intérêt de la consultation avant le voyage, c'est déjà d'arriver à attraper ces patients-là. Donc, on va le revoir après, ces patients-là qui n'ont pas de culture de la haute altitude. La culture de la haute altitude, elle est facile à définir, c'est au moins 2 nuits consécutives à au moins 3000 mètres d'altitude sans signes pathologiques. Pas de céphalée, pas de nausée, pas de vomissement. Donc, si votre patient vous dit « Ah non, je vais faire le Kilimanjaro », vous avez déjà dormi à 3000 mètres ? Ah non, non. Alors, monsieur, madame, je vous conseillerais d'aller faire un test à l'hypoxie, et on va revoir ce que c'est que l'hypoxie, mais sachez que le test hypoxie, il n'a de but que de tester le bon fonctionnement de ces chémorécepteurs et le bon fonctionnement de cette boucle qui va des chémorécepteurs au système nerveux autonome, qui vont entraîner une tachycardie et une hyperventilation. La consultation de médecine de montagne, et en particulier pour ce qui concerne l'altitude, c'est de déceler déjà si les gens n'ont pas des problèmes de santé qui vont être plus ou moins compatibles avec la montée en altitude et donc être soumis à une hypoxie, ça veut dire un air raréfié en oxygène. Et puis c'est d'essayer de déceler toutes les personnes à risque qui vont faire des problèmes de pathologie d'altitude ou ces complications, par exemple un œdème pulmonaire ou des œdèmes cérébraux qui sont potentiellement mortels. On voit la personne, on voit son âge, ses antécédents médicaux, si elle prend un traitement, et puis si déjà la personne a été en haute altitude, c'est-à-dire au-dessus de 3500-4000 mètres. Et ensuite, suivant le projet que la personne a, on va proposer différents tests. Donc le principe du test à l'hypoxie, c'est qu'on va voir comment réagit la personne quand elle respire un air appauvri en oxygène. On va faire des mesures de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène et de la ventilation de la personne quand elle est soumise aux stimuli de l'hypoxie. Et donc on fait des mesures comparatives entre quand la personne respire l'air qui se trouve dans la pièce, l'air ambiant, et cet air appauvri en oxygène. On s'est aperçu qu'à peu près 5% de la population répondait beaucoup moins en termes d'augmentation de la ventilation de la fréquence cardiaque quand ils étaient soumis à un air appauvri en oxygène. Donc ces gens-là, on les classe en mauvais répondeurs et donc ils sont plus susceptibles de faire des mal aigus. Donc, en consultation de médecine de voyage, si vous consultez pour un projet d'altitude, c'est une question à poser. Êtes-vous déjà allé en haute altitude ? Voilà. Oui, non. Si vous êtes déjà allé en haute altitude, est-ce que vous avez des problèmes ? Oui, non. S'il n'y a pas eu de problème, sur le plan en tout cas de la médecine de montagne, le patient il est validé pour l'altitude. S'il a eu des problèmes ou qu'il n'a pas la culture de la haute altitude, il faut leur conseiller le test en hypoxie, qui va vérifier que les chémorécepteurs fonctionnent bien. Et c'est une des causes des patients qui décèdent
en trek, en haute altitude. C'est des gens qui achètent le voyage, qui sont mauvais répondeurs et qui vont décéder lors de l'arrivée au-dessus de 3500, 4000 mètres d'altitude, parce qu'ils vont y arriver très hypoxiques. Et ils vont y arriver très hypoxiques, pourquoi ? Parce qu'ils vont détecter avec retard la baisse de la PaO2 et ils vont avoir des pathologies lésionnelles. Donc juste ça, ce petit diagramme qui montre bien que, ne serait-ce qu'à l'effort, la fréquence respiratoire elle augmente, vous le savez bien, mais lorsqu'on rajoute le stimulus altitude, on voit bien que l'augmentation elle est plus rapide. Ce schéma de droite, pour vous rappeler que c'est super d'hyperventiler, parce qu'on améliore notre PO2, mais c'est dommage parce qu'on diminue notre PaCO2 et on est hypocapnique. Et on reverra que cette hypocapnie elle a aussi des conséquences pathologiques lorsqu'elle est trop importante. Dernière diapo pour vous faire bien comprendre que la première semaine, on est peu de choses. Alors, voilà. La PiO2, elle a diminué, la PaO diminue. Et en plus, cette hypocapnie, elle va rendre notre hémoglobine plus affine à l'oxygène. Ça veut dire que lorsqu'elle va se présenter au niveau des secteurs cellulaires, elle va relarguer moins d'oxygène au niveau des cellules. Et puis, dernière chose, on l'a déjà vu tout à l'heure, lorsqu'on est hypoxique, on a une HTAP. Et vous voyez que entre l'hypoxie au repos, entre l'HTAP au repos et l'HTAP à l'effort, il n'y a pas photo. Dès que les efforts sont trop intenses, ça décuple l'HTAP, donc ça fait chuter vos échanges alvéolaires, et ça va potentiellement justement aggraver la non-acclimatation. Et c'est pour ça que la première semaine, deuxième message essentiel pour nos patients, c'est qu'il faut avoir une activité physique modérée, si possible, en dessous du premier seuil ventilatoire. Parce que sinon, on va avoir un HTAP majeur et on va être plus hypoxique que de raison. Cette diapo-là, je vais la passer, elle n'est pas d'un grand intérêt, celle-là non plus. Et en fait, si on regarde ce petit schéma, et je le montre aux patients que moi j'ai en consultation, voilà, un être humain, il va pouvoir, vous le savez, absorber une certaine quantité d'oxygène par minute. Eh bien, tant que cette quantité d'oxygène elle est suffisante pour maintenir l'homéostasie cellulaire et assurer une certaine intensité d'effort, notre corps ne va pas souffrir sur le plan physiologique de cette intensité, mais lorsqu'on va prendre de l'altitude, la VO2 max, elle va chuter, et donc elle sera plus suffisante pour maintenir une homéostasie, un équilibre cellulaire, et c'est à partir de ce moment-là où on va découvrir, on va subir les pathologies de l'altitude. Et donc deuxième règle, je vous l'ai déjà dit, lorsqu'on va en altitude, voilà, la première semaine, le seul mécanisme de protection qu'on peut mettre en place, c'est de baisser l'intensité de votre activité physique. Toute activité physique trop intense, elle va vous faire entraîner le patient vers la pathologie d'altitude, vers le mal aigu des montagnes. Un petit mot sur l'hypocapnie, parce que cette hypocapnie, elle va rendre le sommeil en altitude, les premiers jours, très inconfortable. Vous l'avez compris, lorsqu'on est hypoxique, on se met à hyperventiler. En hyperventilé, on devient super hypocapnique, et lorsqu'on atteint un certain seuil de l'hypocapnie, on va faire une pause respiratoire. À ce moment-là, le patient, il se réveille, il a l'impression de mourir, il se rendort, il hyperventile, il fait une pause respiratoire. Si jamais votre patient il vous appelle à feu, il faut le rassurer. Ce schéma de sommeil les premiers jours en haute altitude, il est normal. Il est le signe que le patient il est bon répondeur, qu'il a des chémorécepteurs qui fonctionnent bien. Si un patient vous dit « Oh, moi j'ai pas fait de pause respiratoire », c'est ce genre de patient là en rouge que nous, professionnels de la montagne, on va surveiller comme le lait sur le feu, parce que s'ils n'ont pas fait de test à l'hypoxie, s'ils n'ont pas de culture de l'altitude, c'est eux qui sont sans doute mauvais répondeurs et qu'on va forcer à aller plus doucement. Alors vous savez, les médecins, ils aiment bien tricher avec la vie, et effectivement, lorsqu'on prend de l'oxygène, ça va quand même mieux. Vous voyez bien que si on compare en air ambiant la PiO2 à 7000 mètres d'altitude, ne serait-ce qu'avec 1 litre d'oxygène, vous voyez qu'on récupère une PiO2 de 5000 mètres d'altitude. Alors ça, c'est pas grave,
Parce que vous le savez bien, il y a plein de sommiteurs à plus de 8000 qui sommitent avec de l'oxygène. Ça, c'est un choix éthique et personnel. Simplement, ce que vous devez leur rappeler en consultation, c'est que s'ils choisissent de prendre de l'oxygène pour sommiter, il faut qu'ils, lors de leur phase d'acclimatation, ils s'acclimatent sans oxygène au moins jusqu'à 7000 mètres d'altitude. Parce que ce qu'on redoute toujours avec ces systèmes, c'est la panne d'oxygène ou la panne du système d'oxygène. Et si un patient n'a pas fait ses push summit pour avoir un niveau suffisant de stress hypoxique, brutalement, il sera juste acclimaté à des pushes de 5000 mètres. Et brutalement, si son système tombe en panne, s'il a pris de l'oxygène très très tôt, il va se retrouver à des PiO2 qui vont être incompatibles avec la vie. Donc un sujet qui a un projet de plus de 7000 mètres d'altitude, on doit absolument les convaincre de faire toute leur préacclimatation jusqu'à ce seuil de 7000 mètres sans oxygène. Donc voilà, on sait que l'oxygène, ça fonctionne. Depuis pas mal d'années déjà, on s'est dit, si on avait une solution pour améliorer les échanges gazeux au niveau de l'alvéole, on devrait peut-être moins souffrir de cette hypoxie d'altitude. Ça, vous le savez tous, hein, vous mettez une pression expiratoire positive sur votre respirateur et vous améliorez les échanges gazeux de l'alvéole. Alors ce qu'on a fait, c'est que, vous voyez, on a récupéré nos vieilles PEP d'il y a 15-20 ans, qu'on mettait à la sortie des respirateurs, on s'est dit, et si on faisait souffler les gens dans des tubes normés avec une PEP à plus 10 ? Eh bien, ça marche. Voilà. Et notamment, sur ce projet-là, vous voyez le docteur Hugo Nespoulet, là on est au sommet du Midi, on a une très belle série, 40 sujets, la moitié avec la PEP à plus 10, la moitié avec sans PEP, et en plus on a pris des patients qui avaient tous fait un Malaigu des montagnes, au moins de grade 2. Je ne vous explique pas le CPP, on a mis un peu de temps à le faire valider. Eh bien, tous les patients qui avaient la PEP à plus 10 n'ont pas fait de Malaigu des montagnes, et on les a gardés à l'aiguille du Midi 24 heures. Donc, ça marche. À un tel point qu'on a un nouveau projet cette année qui va commencer. On a dealé avec les laboratoires Vigon. Ils nous ont fabriqué un petit tube plastique normé avec une PEP à plus 10. Et on espère bien démontrer la faisabilité de la chose pour les trackers, parce que ce dispositif, on ne peut l'utiliser qu'au repos. Et ici, vous voyez Samuel Vergès, le patron du laboratoire HP2. Et il se trouve qu'il y a 15 ans, ils ont fait une belle expé au Macalou et qu'il y a un des médecins de l'équipe qui a fait un début d'œdème pulmonaire. Voilà. Ils prennent le caisson, on va voir ce que c'est que le caisson défectueux. Eh bien, le fait de le laisser respirer au repos avec cette PEP à plus 10, il a pu attendre le lendemain que l'hélico vienne le chercher. Donc, ça, c'est un dispositif d'avenir qui devrait voir le jour d'ici 2 ans, je pense, ou plus tard, pour le tracker, pas pour l'alpiniste, puisqu'on ne peut pas l'utiliser à l'effort. Mais au repos, on s'arrête 10 minutes toutes les 2 heures, et on a la quasi-certitude, en tout cas sur notre série, de ne pas faire de Malaigu des montagnes. Dernier moyen de tricher avec Dame Nature, il fait toujours beaucoup rire l'auditoire, c'est le sildenafil, le bien gras. Et ça, c'est une étude qui date déjà d'il y a 18-20 ans, avec Jean-Paul Richalet. On a monté une cohorte de sujets au laboratoire Voileau, presque 4500 mètres d'altitude. La moitié de la cohorte a pris du sildenafil, l'autre moitié ne prenait pas de sildenafil, et vous voyez que sous sildenafil, on va gagner presque 5 points de saturation. Et donc, les patients qui sont sous sildenafil au repos, ils ont moins de chances de faire un Malaigu des montagnes. Depuis ce temps-là, il est inscrit sur la liste des produits de PAN. En fait, il va faire chuter l'HTAP. Et donc, il va diminuer de façon radicale l'HTAP hypoxique. Et donc, on va améliorer de façon radicale les échanges gazeux au niveau de l'alvéole. Voilà, il est inscrit sur la liste des produits de don pour toutes les courses alpinistes. On comprend pourquoi. Malheureusement, sur une autre série dans l'étude Viagel, on a démontré qu'on ne pouvait pas le prendre de façon préventive parce que ça aurait pu être un peu le médicament miracle du candidat à l'altitude, puisque presque 80% des gens qui l'ont pris à la posologie qu'on avait essayé au laboratoire Malo, c'est-à-dire 50 mg 3 fois par jour, ont fait beaucoup de céphalées. Et donc en altitude, la céphalée sous Viagra ou la céphalée liée au Malaigu des montagnes, il est quand même important de pouvoir faire la différence. Et c'est pour ça qu'on a récusé ce médicament, ce recours au sildenafil en préventif. Et on verra qu'en curatif, il a tout sa passe. Donc vous voyez que la première semaine, on a vraiment très peu de moyens de protection et que
le grand message à faire passer à tous nos patients qui vont en altitude, c'est la modération. Alors, heureusement, je vous en parlais tout à l'heure, on va s'adapter sur le plan épigénétique. Et en fait, vous avez sans doute déjà parlé de ce fameux IF, ce facteur induit par l'hypoxie, hein, qui anime les chercheurs depuis longtemps et qui les anime encore en ce moment. Vous faites un mailline sur le IF, vous avez presque 3000 publications tous les ans. Vous voyez que c'est le prix Nobel de 2019. Simplement, sachez que, voilà, dans votre plasma, vous avez le IF alpha, qui est en condition de norme oxy, qui est détruit. Il va être hydroxylé. Mais lorsque nous sommes hypoxiques, ce facteur alpha du IF n'est pas détruit et il va passer la barrière du noyau et simplement il va venir activer des gènes qui sont d'habitude silencieux. Et c'est pour ça qu'on peut s'adapter à l'altitude. Voilà. Et ce IF, c'est un mécanisme qui est ancien, hein, qui provient du métazoaire, donc 800 millions d'années. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les cellules qui arrivaient à réguler le gradient entre l'extérieur de la cellule et l'intérieur de la cellule, eh bien, se sont mises à être plus compétitives que les autres, et donc ces cellules qui fabriquaient du IF l'ont emporté dans le schéma de l'évolution. Mais grâce à ce IF, on peut s'adapter. Le grand public connaît l'adaptation la plus célèbre, la fameuse EPO. C'est parce que les fibroblastes péritubulaires sont stimulés par le IF qu'ils vont se mettre à fabriquer de l'EPO qui va aller stimuler la moelle osseuse pour fabriquer ces fameux globules rouges. Donc au début, on se focalisait sur cette masse de l'hémoglobine, mais en fait, lorsqu'on regarde au jour d'aujourd'hui, dans le mécanisme de l'adaptation au long cours à l'hypoxie d'altitude, on a identifié 141 gènes qui vont coder pour des nouveaux vaisseaux, qui vont coder pour améliorer la mitochondrie. Et c'est ça où c'est assez impressionnant, c'est que ça va toucher le génome de nos cellules, mais aussi le génome propre des mitochondries. Et donc, lorsqu'on donne du temps au temps, on voit que la masse d'hémoglobine, elle augmente, et que on va pouvoir moins souffrir de l'hypoxie. Et la bonne nouvelle, c'est que ces adaptations, elles sont proportionnelles au stimulus hypoxique. C'est pour ça que lorsqu'on s'acclimate, en fonction du projet qu'on va avoir, on va devoir se forcer à subir les stress hypoxiques les plus proches du sommet, les plus proches de l'altitude du projet. Et on voit bien que si on regarde la masse d'hémoglobine qui va être fabriquée à un stimulus 3500 mètres d'altitude, on voit bien que celle qui est fabriquée à un stimulus 5500 mètres d'altitude, elle est pratiquement le double. Et en plus, des adaptations qui vont durer quasiment le double du temps. Et donc, c'est ça, tous ces mécanismes qui expliquent que l'être humain va pouvoir s'acclimater pour pouvoir vivre en altitude et pour ceux qui en font le projet, aller sommiter au-dessus de 6000 mètres d'altitude. En consultation, vous l'avez compris, eh bien, une fois qu'on a validé que le fait que nos sujets étaient bons répondeurs, on va quand même s'intéresser aux antécédents. Vous verrez que tous les antécédents qui sont notamment pulmonaires, les patients qui ont des HTAP chroniques, on va être quand même moins enclin à les laisser en altitude sans un bilan un peu plus poussé. Et puis pour tous les patients qui ont des cardiopathies ischémiques, clairement maintenant, on recommande que cette cardiopathie ischémique, elle soit au moins stabilisée depuis 6 mois avant tout projet de voyage en altitude. Lorsqu'on se projette à la journée, c'est-à-dire que là, ce n'est pas un voyage, mais déjà, c'est des conseils qu'on peut donner à nos patients qui veulent faire des séjours, ne serait-ce qu'en France, des petits projets à 4000 mètres d'altitude. Il faut quand même leur rappeler que un manque de peau, notre organisme est bien fait et que pendant les 6 à 8 heures, on ne va pas avoir de gros signes cliniques, même si on n'est pas raisonnable au niveau de l'activité physique. C'est-à-dire que les pépins, ils vont survenir 8 heures après le début de l'exposition. Et c'est pour ça, et c'est comme ça qu'on explique que, notamment pour les candidats au Mont Blanc, les problèmes médicaux les plus sérieux surviennent toujours à la descente. Parce que les patients ne vont pas être raisonnables sur l'intensité, ils veulent aller au Mont Blanc, voilà.
ils vont serrer les dents, et puis ils vont arriver au sommet, ils vont en profiter plus ou moins de façon correcte, et à la descente, ils vont déclarer le mal aigu des montagnes, qui parfois va très mal se terminer, on va devoir aller les chercher et les évacuer en urgence. Le but de la stratégie en altitude, c'est de minorer cette hypoque, cette dette en oxygène. Parce que en altitude, vous ne récupérez pas en normoxie, vous récupérez en hypoxie, et donc le temps de récupération et donc de retour à l'équilibre cellulaire, il va être augmenté. Et on l'avait vu sur le premier petit schéma, et ça c'est un autre schéma que je montre à mes patients en consultation pour bien qu'ils comprennent ce qu'ils font. Le but des courses à la journée, des séjours de quelques jours, c'est que votre dette en oxygène, elles ne viennent pas empiéter la quantité d'oxygène qui est nécessaire à l'équilibre cellulaire. Généralement, en France, les choses se passent bien, il y a le secours en montagne, il y a les SMUR héliportés, et lorsqu'on parle d'expédition, les choses sont plus sérieuses. Et quatrième message pour nos candidats, c'est que vous voyez bien que si la dette en oxygène chez l'époque est mal gérée, au fur et à mesure, il va augmenter et on va évaluer vers la pathologie. Alors on a quand même, de façon empirique, un conseil à donner à nos patients qui vont en altitude, qui ont des projets de trek, d'expédition, c'est qu'au-delà de 3000 mètres d'altitude, l'altitude de la prochaine nuit ne doit pas être de plus 400 mètres par rapport à l'altitude précédente. C'est une méthode empirique pour se donner, entre guillemets, suffisamment d'oxygène pour payer la dette de la progression de la journée. Donc je vous le disais, si on est bien raisonnable, on va s'acclimater. Et vous voyez que, en théorie, une acclimatation complète, c'est 21 jours, où on l'a mesuré entre 300 à 400 heures d'exposition continue pour un stress hypoxique d'au moins 3000 mètres. Cette exposition, elle peut être discontinue. C'est-à-dire qu'on peut aller dormir à 3000 mètres, venir bosser à 0 mètre la journée et redormir à 3000 mètres. Le but, c'est d'avoir 300 à 400 heures d'exposition pour mettre en place le maximum de protection épigénétique avant d'aller s'exposer. Et une fois qu'on est bien acclimaté, ça dure 21 jours ou 400 heures, il n'y a aucun voyagiste qui va offrir cette durée aux patients. La majorité des treks au Népal, au Pérou, en très haute altitude, ils sont vendus en 15 jours. Donc, 5e message pour vos patients en consultation, vous ne serez jamais complètement acclimaté. Donc, vous devrez toujours être raisonnable dans votre vitesse de progression. Voilà. Et c'est bien le problème, c'est qu'il y a un problème de coût du voyage et de bénéfice du tour opérateur, mais sur le plan médical, on peut affirmer à ces voyagistes qu'il nous faut nos 400 heures pour s'acclimater et pouvoir ensuite espérer sommiter au-dessus de 6000 mètres d'altitude. Et vous voyez qu'après, on a 15 jours, on va pouvoir évoluer en très haute altitude, au-delà de 5500 mètres d'altitude. Et au-delà de ces 15 jours, malgré les protections corporelles qu'on va pouvoir mettre en place, la situation, elle va se dégrader. Alors au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas vous dire si c'est de la pathologie ou des mécanismes d'adaptation supplémentaires, où la physiologie va se brider volontairement pour encore diminuer la consommation tissulaire d'oxygène. Mais vous n'avez que 15 jours pour faire votre projet. Ça veut dire que si vous n'avez pas de peau, que la fenêtre météo, elle est à la fin, et bien, comme de toute façon à la fin vous serez moins performant qu'au début de la fenêtre, il faut quand même avoir l'intelligence d'évaluer ses capacités. Par exemple, il y a 4 ans en arrière, Kylian Jornet, qui était avec son copain Egloff, ils ont eu la fenêtre pour l'Everest qu'à la fin. Et ils se sont bien rendus compte qu'ils avançaient presque un tiers moins vite qu'au début de la fenêtre. Ils ont dit, on n'y va pas, parce que c'est pas sécurite. Donc voilà, bien expliquer cette cinétique à nos patients, c'est super important, pour qu'ils comprennent que s'ils veulent bien vivre l'altitude, il faut s'en donner les moyens, et que c'est un coût financier incontournable. Voilà, c'est une chance d'aller là-bas, on est tous des privilégiés, et que tant qu'ils seront en dessous de cette période-là, ils ne seront jamais acclimatés, et que leur seule chance de bien vivre leur voyage, d'en profiter, ça sera d'être raisonnable dans l'intensité de l'effort physique. Ça va jusque-là? Ça vous barre pas trop? Bon. On a vu l'hypoxie,
qui est notre sujet de tous les jours, mais il faut quand même, comme on est exposé au froid, faire quelques rappels de la thermodynamique humaine, parce qu'elle va conditionner notamment votre équipement lorsque vous allez en altitude. Le grand public le sait, nous le savons tous, on a la chance de réguler notre température. Mais on ne régule, vous le savez tous, notre température centrale. À l'opposé d'autres animaux sur notre planète qui ont fait un pari tout à fait opposé, qui ne régulent pas leur température centrale. Cette régulation, je vous l'ai dit, elle régule la température centrale, c'est-à-dire la température de ce qu'on appelle le noyau. Elle est sous la coupe de l'hypothalamus. Et pour ce faire, vous voyez que l'hypothalamus va s'appuyer, encore une fois, sur des neurones spécialisés, situés au niveau de des carotides et de l'aorte, qui vont mesurer en temps réel, par des mécanismes ioniques, la température centrale. Mais il va également s'appuyer sur des capteurs périphériques, cutanés, avec deux types de capteurs. Des capteurs au froid qui sont vraiment à la surface de notre derme et des capteurs au chaud qui sont dans les couches plus profondes, dans l'hypoderme. Et en permanence, pour répondre à ces stress thermiques, encore une fois, notre système nerveux autonome va mettre en place plusieurs réponses, notamment lorsque la température centrale va diminuer ou que le stress thermique périphérique sera ressenti comme important. C'est pour ça que lorsqu'on va s'exposer aux conditions froides, il faut toujours avoir un petit processus d'exposition progressive. Vous l'avez peut-être tous vécu, on va au ski, il fait moins 15 dehors, enfin on espère qu'il fait moins 15, puisqu'on n'a plus beaucoup moins 15 en ce moment, il fait 20 dans la voiture, on sort brutalement dehors, et nos capteurs cutanés, ils vont un peu s'affoler, et ils vont envoyer le message, stress thermique important, on va se refroidir. Et donc, réaction de notre système nerveux autonome, on va vasoconstricter les vaisseaux périphériques pour limiter les pertes thermiques. Et donc, en permanence, en fonction de ce stress thermique ressenti, de la température centrale mesurée, notre système nerveux autonome va piloter la taille, la vasoconstriction de nos vaisseaux. Lorsque la température centrale va diminuer ou lorsque le stress va être trop important, on va vasoconstricter, mais on ne va pas vasoconstricter en permanence, parce que dès que la température de la pulpe, alors ça c'est une étude qu'on a faite il y a 8 ans, qui s'appelait l'étude Flow-Pulse, où on a étudié la microcirculation périphérique au froid, et en moyenne, c'est sujet caucasien, dès que la température du pouce atteint en moyenne 7 degrés, de la pulpe du pouce, on revasodilate, le temps que cette température redépasse les 7 degrés. Voilà. Donc, premier pilotage, on vasoconstricte. Deuxième action sur le système vasculaire, lorsque la température continue de chuter, la température centrale, c'est que, au-delà du pilotage de la constriction de nos vaisseaux sanguins, le système nerveux va pouvoir ouvrir des shunts, c'est-à-dire des vaisseaux, qui vont pouvoir court-circuiter la vascularisation périphérique. Donc quand cette température centrale est trop basse, on ouvre les shunts pour arrêter de perdre de la température au niveau des pieds et des mains. Et c'est ce mécanisme d'ouverture des shunts, on le reverra plus loin, qui explique en partie le fait que lorsque les patients sont coincés en montagne très hypothermes, ils vont geler les extrémités. Deux autres actions à connaître, une moins importante, l'action hormonale afin de dégrader les graisses profondes, et puis autre action vraiment importante qui est le frisson. Parce que pour nous, pour ceux qui font de l'aventure en conditions froides, c'est notre thermomètre. Un sujet qui frissonne, il a une température centrale d'à peu près 35 degrés. Il est hypotherme. Donc, sixième message à faire passer soit au briefing lorsque vous allez encadrer des groupes, lorsque vous allez peut-être médicaliser une expédition, mais aussi à expliquer à nos patients qui vont aller évoluer en conditions froides, si vous frissonnez, vous êtes hypotherme, vous vous arrêtez, il faut réfléchir. Parce que si vous continuez à progresser, vous allez évoluer vers la maladie hypothermique, qu'on reverra juste après, et les choses sont très compliquées à gérer sur le bain. Donc ce frisson, c'est le message qu'on rabâche aux guides à l'ENSA, aux accompagnateurs en montagne à l'ENSA, aux guides conformes à l'étranger, puisque on ne doit pas le louper.
C'est-à-dire que si un sujet frissonne en conditions froides, c'est qu'il n'est pas adapté au milieu et qu'il va évoluer vers la pathologie. Et on va revoir après que l'hypothermie gérée sur le terrain en milieu isolé, c'est très compliqué. Simplement, pour vous rappeler que la principale source de chaleur chez l'homme, c'est la digestion du bol alimentaire et la production d'ATP. On produit en moyenne la production d'ATP et la dégradation de l'ATP. L'ATP va libérer à peu près en moyenne 2000 kcal par 24 heures, ce qui n'est pas du tout négligeable en termes de charge thermique. Et simplement, lorsqu'on voit les gens en consultation, vous avez un projet en altitude et ou en conditions froides, on s'assure qu'ils ont bien compris qu'il faut boire, qu'il faut manger, qu'ils ne seront pas trop hypoxiques et qu'ils n'ont pas de pathologie cardiovasculaire. Parce que les patients qui ont des pathologies cardiovasculaires non équilibrées, ils vont beaucoup plus souffrir des ambiances froides que les patients qui n'en ont pas. Ça paraît évident comme ça, mais notre rôle en consultation, lorsqu'on prépare le voyage, ou lorsqu'on encadre une expédition, ou lorsqu'on est responsable médical d'une base polaire, c'est des messages qu'il faut continuer à faire passer auprès des gens qu'on entoure. Donc on régule notre température, et manque de chance, en permanence, sur le plan corporel, on va perdre des calories. Alors, c'est un avantage et un inconvénient. On va perdre des calories par un mécanisme qu'on appelle la conduction. Alors, c'est quoi la conduction? C'est assez simple à comprendre. C'est l'énergie que notre système cutané va transmettre au fluide dans lequel on évolue. Donc, pour l'homme, l'air ou l'eau. Et vous voyez que pour l'air ou pour l'eau, les choses sont très différentes. Le point isothermique de l'air est à 25 degrés. Ça veut dire que c'est la température de l'air à partir de laquelle l'air ne va plus accepter les calories en provenance de notre système cutané. Et c'est l'inverse. Les calories de l'air vont venir réchauffer notre système cutané. Vous voyez que dans l'eau, ce point isothermique, il est à 37 degrés. Et donc, on comprend immédiatement que lorsque votre première couche elle est mouillée aux conditions froides, au lieu de bénéficier d'un point isothermique à 25 degrés, vous devez attendre que votre première couche vestimentaire mouillée atteigne la température de 37 degrés pour arrêter de vous refroidir. Donc, ça nous permet d'expliquer à nos patients que quand on a une première couche mouillée en conditions froides, on la change le plus rapidement possible. Deuxième perte de chaleur incontournable, c'est la perte par convection. Pour l'air, on appelle ça l'effet windshield. En fait, la perte par convection, c'est l'accélération de la perte par conduction, par renouvellement rapide du fluide à la surface de notre système cutané. Et vous voyez bien que si on prend une température à 5 degrés sans vent, la température à la surface de la peau sera de moins 9 degrés dès qu'on va avoir 40 km/h de vent. Donc, deuxième règle vestimentaire, lorsqu'on va s'exposer aux conditions froides, il faut que dans notre habillage, on ait une couche qui nous protège contre cet effet windshield, la fameuse membrane windstopper. Et c'est des points qu'on arrive à expliquer à nos patients, parce que si on ne respecte pas ces règles, vous voyez qu'on ne va pas pouvoir limiter ces pertes par conduction. Alors que, bien équipé, on peut les limiter et rester apte à subir les conditions froides. Troisième mécanisme, c'est le plus important, c'est les pertes par radiation. Alors là, c'est incontournable. C'est parce que nous sommes constitués de matière énergétique, en permanence, la matière qui nous constitue va émettre des ondes électromagnétiques dans la longueur d'onde infrarouge. Et vous voyez que ça représente 50% des pertes. Et ça, c'est incontournable. Quoi qu'on fasse, on ne pourra pas l'éviter. On va juste pouvoir l'utiliser pour essayer de réchauffer la couche d'air qu'on va avoir à la surface de la peau. Donc vous voyez que on a un radiateur qui fonctionne bien. Tant qu'on évolue dans de l'air de moins de 25 degrés, si on ne fait pas gaffe, on va pouvoir se refroidir très très vite. Dernier mécanisme de perte, en conditions froides, uniquement la respiration. Pourquoi la respiration? Parce qu'on doit réchauffer l'air qu'on respire, et vous savez que si l'air qui arrive au niveau des bronches primitives n'a pas une température de 32 degrés, les choses ne vont pas se passer correctement. Voilà. Et la transpiration, en conditions chaudes, qui a un avantage considérable de l'être humain, qui nous a permis d'être au sommet de l'échelle, entre guillemets, parce que c'est vraiment ce qui nous permet de réguler notre température en conditions chaudes. Et donc, ça nous permet de réinsister
sur les apports thermiques lorsqu'on va s'exposer aux conditions froides. Il faut manger, il faut bouger raisonnablement, il faut être habillé et protéger contre les radiations solaires, mais qui sont quand même en journée un apport considérable. Et s'il y en a parmi vous déjà allé en très haute altitude, vous savez que lorsqu'on est à 3500 mètres d'altitude, que ce soit en Amérique du Sud ou en Asie, on peut être en short t-shirt, on est à 25 degrés ressenti, et dès que le soleil va se cacher, on est dans des températures négatives, et il va falloir en tenir compte. Mais ces radiations solaires, elles sont dangereuses parce que ce sont des radiations, il ne faut pas oublier le fameux coup de soleil, qui n'est d'autre que les conséquences de l'irradiation de votre cerveau par les radiations UV, mais il faut aussi savoir que la journée, ça va nous aider à nous réchauffer. Donc, bien vérifier que votre candidat à l'altitude ou aux conditions froides, il a bien compris qu'il lui fallait une stratégie 3 couches. On va essayer d'enfermer de l'air entre chaque couche vestimentaire. Le but, c'est que l'air au contact de la peau soit le plus proche possible de 25 degrés, puisque si on arrive à 25 degrés, ça va être un isolant, et on ne perdra plus de température, de calories, mais que cette couche ne reste jamais mouillée, puisque si elle est mouillée, on va passer d'un point isothermique à 25 degrés à un point isothermique à 37 degrés, et on va se refroidir à vitesse grand V. En consultation, donc bien expliquer à nos patients qu'il faut manger et donc prévoir une ration alimentaire minimale, et en fonction de la destination, que ce soit l'altitude ou les pôles, il faut prévoir des régimes qui vont être au moins à 4500 kcal par 24 heures, sous peine de ne pas être performant et de ne pas s'adapter au milieu. Je vous le disais tout à l'heure, attention aux pathologies pulmonaires, notamment aux patients qui sont porteurs d'asthme et de pathologies bronchopulmonaires. Il faut quand même bien les expertiser avant de les autoriser à aller à l'altitude et au froid. Pareil pour les patients qui sont porteurs de cardiopathie. Et puis, dernière pathologie qui peut poser des problèmes lors de l'exposition au froid, ce sont les pathologies vasculaires, et notamment les incrosyndromes qui sont liés aux vascularites et aux pathologies auto-immunes. J'en redirai un petit mot dans les prochaines diapos. Bon, on en a fini avec, entre guillemets, la physiologie, et maintenant on va juste lister ce qui peut vous tomber sur le coin de la courge en tant que médecin lorsque vous allez devoir médicaliser un événement en haute altitude, ou lorsque vous allez devoir expliquer à vos patients ce quoi ils doivent faire attention. Donc déjà, c'est toujours bien de leur rappeler que, attention, les milieux dans lesquels ils souhaitent évoluer, ils ont leurs risques propres, et que de prendre une caillasse sur la tête, c'est la montagne. Voilà. S'ils ne veulent pas prendre de caillasse sur la tête ou prendre le risque de prendre une caillasse sur la tête, ils ne vont pas en montagne. Attention aux avalanches, attention à la foudre. Et ça, ce ne sont pas des pathologies qui sont liées à l'exposition aux conditions environnementales. C'est le milieu qui est comme ça, et il faut apprendre à gérer le milieu, et si on a des doutes, ne pas hésiter à prendre un guide. Les pathologies d'altitude. Donc, les pathologies qui sont liées à cette triade, hypobarie, hypoxie, hypocapnie. Le plus célèbre de tous, voilà, c'est le mal aigu des montagnes, avec ces deux complications mortelles, et mortelles en quelques heures, qui sont l'œdème pulmonaire et l'œdème cérébral, puis ensuite des pathologies plus rares, qu'il est bon quand même d'avoir en tête. Le mal aigu des montagnes. Donc, vous l'avez compris, il est directement secondaire à l'hypoxie tissulaire globale. Il est directement relié à la progression trop rapide, que ce soit en linéaire ou en vertical. Et vous voyez que c'est très fréquent. C'est 7 sujets sur 10 qui vont tenter le Mont Blanc. Ils vont avoir un mal aigu des montagnes. C'est une personne sur 2 en expédition. Voilà. Au-delà de la modération, voilà, les paliers de 400 mètres à respecter entre chaque nuit consécutive, et si on ne peut pas les respecter, eh bien, il faudra faire preuve d'encore plus de modération. C'est le moment de vous présenter cette chambre à air, qui est l'équipement en tant que médecin qui va vous permettre de sauver les patients en altitude, beaucoup plus que l'oxygène. Le caisson
Alors, tout le monde l'appelait hyperbar, mais on devrait plutôt l'appeler normobar, parce qu'au maximum dedans, on va arriver à mettre une atmosphère. C'est simplement une espèce de chambre à air dans laquelle on va enfermer notre patient, et dans cette chambre à air, on va faire monter la pression, le but étant, c'est en faisant monter la pression, on va augmenter la PiO2, et on va augmenter la pression dans les alvéoles pulmonaires. Et c'est cet équipement-là qui est incontournable pour sauver la vie des patients. Et pour tout groupe qui part à l'aventure en altitude, il est même opposable sur le plan médico-légal. Et puis, bien évidemment, tout l'objet de la consultation de médecine de montagne ou de médecine du voyage, c'est est-ce que je suis bon répondeur à l'hypoxie? Et chaque fois que vous ne pourrez pas répondre à cette question, il faudra envoyer votre patient en consultation de médecine de montagne. Il y en a une trentaine en France, il y en a une à Marseille. On fait le test à l'hypoxie, on voit si le patient est bon répondeur, ce qui nous permet d'y voir plus clair et de lui conseiller une progression adaptée. Le test à l'hypoxie nous donne un score prédictif, et au terme de ce score prédictif, vous l'avez entendu, Guy vous disait tout à l'heure, le patient est bon répondeur, il est mauvais répondeur. Alors, il est mauvais répondeur, il ne va pas en altitude. Ben non. On a encore un médicament à leur proposer, c'est un médicament qu'on connaît tous, le Diamox, l'acétazolamide, et on va l'utiliser parce qu'en fait, il fait pisser les bicarbonates. En faisant pisser les bicarbonates, il va augmenter le pH plasmatique, il va faire baisser le pH plasmatique. Et il se trouve qu'à côté des chémorécepteurs à l'oxygène, on a des chémorécepteurs au pH. Ils sont stimulés, ils font hyperventiler. Et donc ce Diamox, cet acétazolamide, on va l'utiliser pour forcer les mauvais répondeurs à hyperventiler aussi rapidement que les bons répondeurs. Ce qui veut dire, pour vous sur le plan médical, et pour tous nos confrères en France, qu'en théorie, on ne prescrirait pas de Diamox sans un test à l'hypoxie. Parce que lorsqu'on est bon répondeur, on n'a pas besoin de Diamox. Voilà. Pourquoi? Parce que le Diamox, ce n'est pas un médicament sympa. Déjà, il favorise les coliques néphrétiques. Il est de la classe des sulfamides, et vous devez avoir dans votre tête sulfamide, le syndrome de l'aïeul. C'est rare, mais ça existe. Ça veut dire que quelqu'un qui va avoir du Diamox à prendre en préventif lors d'une exposition à l'altitude, il devra faire un test thérapeutique longtemps avant le départ, pour être sûr qu'il ne soit pas allergique, qu'il ne fasse pas d'allergie cutanée au Diamox. Dernier, il fait pisser le potassium, et dernier effet catastrophique, il modifie profondément le goût des boissons gazeuses, et la bière en altitude sous Diamox est dégueulasse. Bon, voilà. Donc voilà, c'est un médicament pas sympa. Ce qui fait que voilà, il y a de nombreux confrères qui disent à leurs patients: ah, vous allez en altitude, allez, je vous file du Diamox. Eh ben, il faut déjà au moins qu'ils s'assurent qu'il n'ait pas d'allergie, et puis se rappeler qu'il est également sur la liste des produits dopants. Hein. Lors des courses de ski alpinisme, on va rechercher du Viagra, on recherche du Diamox, parce que ce sont des vrais produits. Vous êtes bon répondeur, vous prenez de l'acétazolamide, vous allez encore plus ventiler que ceux qui sont bons répondeurs. Donc vous allez être dopé. Et ça marche vraiment bien. Donc le mal aigu des montagnes sur le terrain, message principal à faire passer aux patients, c'est que tant que les céphalées sont contrôlées par le paracétamol ou le repos, on a le temps de réfléchir. C'est-à-dire que c'est soit qu'on est allé trop vite, soit qu'on n'a pas suivi une rotation, mais les choses ne sont pas catastrophiques. Si on passe au-delà de ce seuil, c'est-à-dire que les céphalées nécessitent un antalgique de niveau 2, ou qu'on ressemble à ça, le matin quand on se lève, là c'est la veille au soir, là c'est le matin quand on se lève, ce qu'on appelle les œdèmes localisés de haute altitude. Et pourquoi on a des œdèmes localisés de haute altitude? C'est parce que notre système vasculaire périphérique a été dézingué et que nos vaisseaux sont devenus poreux et qu'il y a une diffusion interstitielle du plasma. Et donc, on gonfle. Ça fait rire tout le monde, sauf que là, c'est déjà un mal aigu des montagnes niveau 2. Et donc, vous voyez que pour ce mal aigu des montagnes niveau 2, il faut déjà commencer à réfléchir et on va se poser la question de l'acétazolamide, non pas en curatif, en préventif, pardon, mais en curatif. Parce que c'est peut-être des gens qui sont mauvais répondeurs qui ne le savaient pas, et on va essayer d'améliorer l'hyperventilation pour que les sujets puissent quand même s'acclimater. Au-delà du stade 2, généralement qui est régressif si on s'est posé les bonnes questions, le stade 3, où là les céphalées vont être tenaces, les patients vont être très asthéniques, ils vont beaucoup moins pisser, ils vont parfois avoir quelques troubles de l'équilibre. La seule solution au stade 3, c'est déjà de s'arrêter. Vous voyez, maintenant on appelle ça le syndrome sévère de haute altitude.
eh ben, on va descendre et on va les mettre dans le caisson ou les mettre dans le caisson. Mais si on arrive à comprendre pourquoi le patient il est venu stade 3, eh ben, on ne va pas forcément arrêter l'aventure. Si on ne comprend pas pourquoi, l'aventure elle est terminée. Et puis, le risque, c'est d'évoluer vers l'œdème pulmonaire, l'œdème cérébral, avec des décès qui sont souvent très rapides. L'œdème pulmonaire de haute altitude, c'est un œdème lésionnel. Hein. On a tellement fait souffrir nos cellules des alvéoles, des capillaires pulmonaires, qu'on a une HTAP vraiment importante, et on a une issue de plasma dans les alvéoles, et on va faire un œdème lésionnel. Le traitement qui sauve les patients de l'œdème pulmonaire, c'est le caisson. Et donc c'est vraiment un message fort. On va entrer à haute altitude, on est en groupe, il faut un caisson. On va également donner un traitement contre l'HTAP, le Viagra contre l'HTAP, qui est devenu le traitement de référence en curatif, 50 mg 3 fois par jour. Mais d'abord, on va caissonner les patients s'ils ont un œdème pulmonaire, parce qu'il n'y a que le caisson qui pourra augmenter la pression intra-alvéolaire et traiter l'œdème lésionnel. Un petit film. Alors c'est une histoire qui est très drôle, pas pour le patient. On a un petit peu de temps, Jean-Christophe. Ce patient-là, vous voyez, on est la première fois à 4000 mètres, ça ne loupe pas, et il est gris. Là, vous voyez, on est à 4000 mètres, on est dans l'abri traditionnel Sherpa, vous voyez que tous les autres Européens, ils sont frigorifiés, ils sont la première fois à 4000 mètres. Et vous voyez, les Sherpas, ils sont en kawaii, ils sont zen. Bah, eux, ils ne sont pas hypoxiques. Voilà. Voilà. Il y a œdème pulmonaire, on le caissonne, et regardez bien la tronche des collègues qui sont en train de pomper. On est obligé de leur expliquer 6000 fois comment on fait, parce qu'ils sont tellement hypoxiques qu'ils n'impriment pas. Regardez là, il a l'air brillant. Voilà. On le sort de son œdème, et après on trace vers le bas, et voilà, on a perdu 400 mètres, il est guéri. Et c'est ça qui est toujours impressionnant avec ces pathologies d'altitude, c'est dès qu'on perd de l'altitude, on restaure la pression, on restaure la PiO2, et les patients, ils arrivent à survivre. Deuxième pathologie mortelle, cet œdème cérébral. Et encore un message à faire passer à nos patients lorsqu'on les voit en consultation, c'est que s'ils ont des troubles de l'équilibre qui ont tendance à devenir permanents, c'est le signe annonciateur de l'œdème cérébral. Voilà. Un patient qui devient ataxique, est franchement ataxique, et on va revoir sur un petit film que c'est une ataxie qui est très particulière, c'est la phase qui va être suivie dans l'heure d'un coma, plus ou moins réactif, plutôt pas réactif que réactif. Et cet œdème cérébral, il peut tuer très rapidement de deux façons, par les troubles ataxiques, parce qu'en montagne, il ne fait pas bon tomber parfois, et aussi par les conséquences du coma liées à l'œdème cérébral. Un petit film parle beaucoup mieux. Donc là, dans ce film, on est à 5300 mètres d'altitude. Première fois, pareil, que le groupe arrive à 5300 mètres d'altitude. Vous voyez que donc, la plupart des gens sont plus ou moins bien acclimatés, ils souffrent pas de l'altitude. Et brutalement sur ce col, vous voyez ce sujet-là, il se met à chuter vers l'avant. Vous voyez, il n'est plus là. Il ne sait pas où il est, il ne sait pas comment il s'appelle. Vous voyez que si le staff ne le tient pas, il va chuter vers l'avant et se fracasser la tronche contre le rocher. Et si vous voyez ça en altitude, c'est l'œdème cérébral. L'ataxie toujours vers l'avant, pas l'ataxie du mec bourré qu'on va voir la nuit aux urgences. L'ataxie du mec qui tombe toujours vers l'avant, c'est l'œdème cérébral d'altitude. Et donc là, j'ai la chance d'avoir un staff monstrueux, le mec il marche, on va lui faire des corticoïdes, on n'a pas besoin de le mettre dans le caisson, le but c'est de descendre. Mais si vous n'avez pas, j'ai du monde, vous n'avez pas la capacité technique, le savoir-faire pour passer le passage technique, vous vous arrêtez, vous le mettez dans le caisson, vous le retapez, et quand il arrive à avancer, vous continuez à descendre. Et vous voyez que là, si on ne tient pas, jamais il arrive en bas vivant. Et vous allez voir, on va perdre 500 mètres, et il est guéri. Voilà. Voilà. Et ce patient, il avait une gastro-entérite, il l'a dit à personne, donc, parce qu'il voulait aller voir le camp de base de l'Everest. Et gastro-entérite, déshydratation, pas d'acclimatation.
Et c'est souvent qu'on découvre ces patients trop tard et puis on est appelé. Voilà. Donc là, les grosses pathologies du mal aigu des montagnes, c'est ces deux œdèmes qu'il faut redouter et qu'il faut expliquer à nos patients et surtout leur expliquer la modération. Alors maintenant, les pathologies les moins fréquentes, on va passer dessus. Là, l'hypoxie, elle fait des trous dans les vaisseaux rétiniens. Vous voyez qu'il y a des fuites. Et donc, ça donne des hémorragies rétiniennes de haute altitude. La plupart du temps, elles sont asymptomatiques. Donc, on ne s'en rend même pas compte. Hein. Mais quand elles touchent la macula, ça donne des cécités brutales. Et de toute façon, l'aventure est finie. La pathologie la plus fréquente en altitude, la bronchite irritative de haute altitude. On inspire de l'air froid, sec. Et donc, si on ne prend pas le soin de réchauffer l'air et justement porter ces dispositifs de type Airstream, on va avoir des bronchites. Et donc, on devra leur donner des corticoïdes inhalés. Ça, c'est la pathologie la plus fréquente en médecine d'altitude. Ce qui nous permet de faire la différence, même à distance, entre une bronchite irritative de haute altitude et un début d'œdème, c'est que les gens maintenant ont tous des saturomètres. Là, dans ce cas-là, la saturation sera normale. Ce sera le chiffre attendu pour l'altitude. Dans le cas de l'œdème, la saturation sera trop basse. On passe vite aussi. Vous vous souvenez qu'on est hypocapnique, que l'hypocapnie, ça donne des spasmes cérébraux, et donc ça va pouvoir mimer des vrais AIT ou des vrais AVC. Sur le terrain, de toute façon, les gens n'ont pas la possibilité de faire la différence, et lorsque vous les conseillez au téléphone, on doit organiser l'évacuation pour aller faire le scanner. Pathologie plus importante. La pathologie liée aux conditions froides, l'hypothermie. Rien à voir avec l'hypoxie, mais c'est important d'avoir quelques notions et que les aventuriers qui partent en conditions froides, ils soient bien au fait de cette pathologie-là. Vous savez, l'hypothermie, on l'a dit tout à l'heure, c'est une température centrale inférieure à 35 degrés. L'hypothermie grade 1, on frissonne, et c'est le seul moment où vous allez pouvoir réchauffer de façon active votre patient. Vous le savez, vous l'avez peut-être vu en cours, puisque si vous les réchauffez ensuite de façon active au cours du grade 2, les grades 3, les grades 4, je ne vous souhaite pas de les voir, vous allez pouvoir tuer votre patient avec ce fameux rescue collapse. Pourquoi ? Parce que vous vous souvenez, notre cerveau, notre système nerveux autonome, il surveille que la température centrale. Donc vous donnez à boire chaud à un patient, il a 37 degrés au niveau du tronc, le système nerveux autonome dit « Alléluia, il fait 37 degrés », il ouvre les chintes, il remet le sang périphérique en circulation, et lorsque vous êtes en dessous de 32 degrés de température centrale, vous avez un sang périphérique qui est en dessous de 14 degrés. Brutalement, du sang froid, très froid, arrive au niveau du ventricule gauche. Vous le savez bien, fibrillation ventriculaire, vous pliez votre patient. Vous le faites bouger dans tous les sens, vous le frictionnez. Pareil, vous remobilisez le sang périphérique qui est super froid, qui arrive au niveau du ventricule gauche. Le patient se met à fibriller. Donc ça veut dire que ce frisson-là, en tant que médecin, lorsque vous voyez les gens en consultation, en tant que médecin, lorsque vous encadrez des trucs en pleine nature, c'est vraiment, en conditions froides en tout cas, le message vraiment essentiel à faire passer à tout le monde. Sur le terrain, on n'a pas de thermomètre. En tout cas, on ne va pas leur mettre à tous une sonde œsophagienne ou une sonde rectale pour avoir la température centrale. Donc là, depuis 2024, depuis l'année dernière, on propose une autre classification qui est beaucoup plus pratico-pratique. Bien évidemment, en l'absence de toute autre pathologie intercurrente, on va s'intéresser à l'aspect du patient. Et en fonction de cet aspect du patient, on va pouvoir grader le risque de l'arrêt cardiaque lié à l'hypothermie. Donc vous voyez que tant que le patient est comme il est bien, qu'il est debout, le risque il est faible, on va pouvoir réchauffer de façon active. Mais dès qu'il va être un peu à côté de la plaque, ralenti, un peu bizarre, on a déjà un risque qui est modéré de faire un rescue collapse, et celui-là, on va arrêter de le réchauffer de façon active. Donc on va réchauffer de façon passive. Ça veut dire que chez nous, en France, on les médicalise, on envoie le SMUR, il n'y a pas de souci, mais au milieu de nulle part, vous n'avez d'autre solution que de vous arrêter et de mettre en place un réchauffement passif, avec des bouillottes et un duvet, et d'attendre que ça se passe. Si vous avez la chance de pouvoir lui prendre la température, vous voyez bien que si en plus votre patient, au milieu de nulle part, il ne prend pas 1 degré par heure, les choses vont vraiment être très très compliquées. Je passerai vite sur l'hypothermie, vous trouvez ça dans tous les bouquins. Sur l'avalanche aussi. Pour ceux que ça intéresse,
En Rhône-Alpes, on a vraiment excessivement protocolisé tout ça. Vous allez sur le site de Urgera, c'est ouvert à tout le monde, et vous avez tous les protocoles de prise en charge qui sont disponibles et téléchargeables. Et vous avez même une petite application Urgera qui vous permet d'avoir tout ça en poche. Les gelures, pour pas terminer trop tard. L'autre grande pathologie du froid. Mais en fait, qui est grave sur le plan fonctionnel, mais qui n'est pas si grave sur le plan vital. Hein. L'hypothermie, elle tue. Les gelures, ça ne va pas tuer votre patient. Il va avoir des séquelles fonctionnelles, mais il ne va pas mourir. Donc 2 mécanismes qui expliquent les gelures. On l'a vu tout à l'heure, l'ouverture des chintes. On va geler. Pour vous dire que les premiers chintes vont s'ouvrir à une température centrale de 33 degrés. Donc quand on est encore hypotherme grade 1, le système nerveux périphérique va commencer à ouvrir les seins. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose qui est très précoce. Deuxième mécanisme pour les gelures, qui est le mécanisme le plus fréquent, qui est le défaut de protection. On n'est pas arrivé à emprisonner assez d'air entre la peau et le milieu externe. L'air va devenir négatif, on va geler les extrémités. Et le problème, c'est que nos capteurs périphériques, vous le savez tous, sont inhibés par le froid. Ce qui veut dire que notre système nerveux autonome, lorsqu'il ne reçoit pas d'informations des capteurs, il n'a aucun moyen de savoir si tout va bien ou si le capteur est défectueux. Donc ça veut dire qu'en conditions froides, connaissant ce fait, on doit conseiller à nos patients de contrôler régulièrement les extrémités. Et même de mettre des alarmes sur les montres lorsqu'ils sont en conditions hypoxiques, puisque vous l'avez compris, aux conditions hypoxiques, on pense moins vite, et qu'il faut se rappeler ça, sous peine de geler sans s'en rendre compte. La gelure, elle est indolore, et elle s'installe sans crier gare. Bien évidemment, les protections ne doivent pas être trop serrées, et lorsqu'on va en conditions froides, on enlève tous nos bijoux de pieds et de mains, puisque les bijoux vont gêner la circulation digitale, et vont être un vrai facteur de risque en conditions très froides pour faire des gelures. La gelure. Donc là, je vous ai mis des images historiques. Il y a bien longtemps qu'on n'a pas vu des patients dans cet état-là, pour bien vous montrer que la gelure, c'est blanc, c'est froid et c'est pas sensible. Si on est aux urgences et qu'on a un doute, on peut faire un Doppler pulpaire et on va voir que les signaux sont effondrés. Et lorsque vous découvrez ce genre de lésion, même si ça ne concerne qu'un orteil, la première chose à faire, c'est de réchauffer pendant 1 heure, dans de l'eau à peu près à 37 degrés. De donner de l'aspirine, et puis attendre 1 heure. Voilà. Au bout d'1 heure, on ressort les extrémités, et on voit à quoi ça ressemble. Si on a récupéré la coloration normale, on a une gelure de grade 1. Si l'aspect cyanotique, et on verra sur la diapo d'après à quoi ça correspond, aspect cyanotique, ne concerne que la dernière phalange distale, on a un grade 2. Si on est au-delà de la dernière phalange distale, on a un grade 3. Si on est au-delà du doigt, on a un grade 4. Pourquoi c'est hyper important de faire ce diagnostic topographique qu'on fait toujours après 1 heure de réchauffement? Parce que vous voyez que dans les grades 3 et dans les grades 4, sans le traitement adapté, l'amputation, elle est certaine. Dans les grades 1 et les grades 2, on le sait depuis nos travaux qui ont été publiés en 2011, il n'y a pas de risque d'amputation. Il va y avoir des flictènes, il va y avoir des lésions plus ou moins chroniques, mais notre patient, il ne va pas perdre un saignement de doigt. Alors que dans les grades 3 et dans les grades 4, on doit tout faire pour les rapatrier le plus rapidement possible à un endroit où on dispose de l'hylomédine. Et on reverra un peu juste après l'hylomédine. Donc ça veut dire que lorsque on médicalise des événements très très isolés en conditions froides, il faut se poser la question, est-ce que je prends avec moi de l'hylomédine pour pouvoir traiter les éventuels grade 3 ou grade 4? Et on verra que c'est une décision qui n'est pas facile à prendre, parce que l'hylomédine, ce n'est pas un médicament sympa. Encore une fois, je vous l'ai remis là, les protocoles que je vous présente, ils sont tous disponibles sur Urgera, disponibles. Voilà. Le traitement par l'hylomédine, par la prostacycline, ça a fait la célébrité, et on n'en est pas peu fiers de l'IFREMON, et on a publié ces travaux-là en 2011. Ça a justement révolutionné le pronostic des gelures. Ça a vraiment limité les amputations. Donc je passe vite, je vous laisserai lire. Les amputations, c'est un traitement local, une éviction du froid pendant plus ou moins longtemps. Les stades 3, les stades 4, on a recours à l'hylomédine,
Et maintenant, le consensus, il est clairement établi. L'AME est complètement... Si vous voyez le patient moins de 72 heures après le début des gelures et que vous êtes sûr que c'est un grade 3 ou un grade 4, eh ben vous pouvez y aller, vous allez pouvoir mettre l'Ilomédine en place. Si vous avez un doute, je vous donne ce numéro de téléphone, vous l'aurez sur les diapos. C'est un numéro où on est disponible H24, 7 jours sur 7, pour vous conseiller dans la gestion des gelures. Voilà. Si vous voyez 72 heures après, au-delà de ce cut-off, les études ont continué à démontrer, et notre étude, la première étude publiée en 2011, a bien montré que l'Ilomédine ne modifiait pas le pronostic des gelures. Et c'est pour ça qu'on doit se poser la question, est-ce qu'on met de l'Ilomédine? En complément de l'Ilomédine, notre dernière étude SOS gelure a démontré que le recours à l'oxygénothérapie hyperbare améliorait encore le pronostic. Donc, aux urgences, vous avez un grade 3, un grade 4, vous débutez l'Ilomédine, et ensuite, vous appelez le caisson. Tous les caissons en France maintenant ont des protocoles gelure, et vous organisez pour placer les séances d'OHB après les séances d'Ilomédine. Je vous laisserai lire, mais on a l'habitude à J3 ou J4 de faire des scintigraphies osseuses, et la première scintigraphie osseuse, là où il y a une amputation, c'est le plus souvent pronostic de ce qui sera amputé. Est-ce que vous n'avez pas réussi à récupérer à J4 avec l'Ilomédine? Ça démontre les niveaux où le patient sera sans doute amputé à terme. Je vous le disais, l'Ilomédine, ce n'est pas un médicament sympa. Je passe, parce que tout ça, vous le trouvez disponible sur le site d'Urgera et les posologies. Mais vous voyez que le patient, il doit être scopé, et notamment, il peut faire des bradycardies intenses. Jusqu'à l'année dernière, on rigolait un petit peu parce qu'on n'en avait jamais eu, et nos collègues de Lille ont eu des gelures grade 4 chez un SDF. Ils l'ont mis sous Ilomédine, et le patient a fait un arrêt cardiaque, enfin une bradycardie extrêmement intense. Et donc on sait que maintenant, c'est vraiment quelque chose qui a été décrit dans la littérature, qu'on a pu vérifier en France. Donc l'Ilomédine, ça impose un scope. C'est pour ça qu'en expédition, emmener l'Ilomédine, ça veut dire que vous emmenez aussi le scope avec vous. Les aspects typiques de la gelure sans Ilomédine. Donc je parlais d'aspect cyanosé, vous voyez, cet aspect grisâtre après une heure de réchauffement. Donc là, vous avez un grade 4. Grade 4 sans Ilomédine, avant 2011, ça a évolué vers ça. Il y a bien une détertion à 48 heures, et puis plus loin, vers cette nécrose sèche. Ça veut dire qu'on a amputé le patient là. Vous prenez exactement le même cas, avec Ilomédine, un bon grade 4, et vous voyez qu'on a récupéré toutes les extrémités. Donc ça veut dire qu'en conditions froides, il faut bien s'informer lorsqu'on crée des séjours, est-ce qu'on va pouvoir trouver de l'Ilomédine quelque part ou pas. Ce qui n'est pas une gelure, j'accélère. Les engelures, tout le monde dit « Ah, vous avez des engelures ». Les engelures ne sont pas des gelures, les engelures sont des acrocyanoses. Vous voyez que c'est à l'opposé de la gelure. C'est rosé violacé, ça fait mal ou ça gratte. La gelure, c'est blanc, c'est froid et ça fait pas mal. Vous avez les autres acrosyndromes, avec les maladies de Raynaud et les incrosyndromes. Simplement pour vous dire que lorsque vous rencontrez des patients comme ça, il faut les envoyer en consultation de médecine vasculaire ou de médecine interne pour s'assurer que c'est bien une pathologie idiopathique et pas une pathologie qui masque une pathologie auto-immune. Dernière gelure, la gelure de cornée, le coup classique. On ne porte pas le masque par grand vent, on gèle les cornets, c'est pas grave du tout, sauf que votre patient, il est tanké à l'endroit où il est, a pu pouvoir bouger, puisqu'il ne voit plus du tout le relief pendant 48 heures. Un tout petit mot, parce que en consultation, on peut vous poser la question. Bon, moi, j'ai pas 21 jours pour m'acclimater. Est-ce que j'ai pas des solutions pour aller plus vite? Il y a des solutions pour aller plus vite. Déjà, pour rappeler à nos patients que lorsqu'on va s'exposer en altitude, il faut d'abord être déjà bien en forme sur le plan cardiovasculaire. C'est-à-dire essayer de majorer sa VO2 max. Parce que vous voyez qu'avec l'altitude, la VO2 max, elle chute. Elle chute par rapport à votre état de base, et que le but, c'est d'avoir la meilleure VO2 max lorsque vous allez vous exposer. Tout ça pour dire qu'un projet d'altitude, c'est pas comme ça. On ne l'achète pas comme ça. C'est au moins 1 an de préparation, si vous voulez arriver en bonne forme et ne pas subir l'altitude. Donc, tout projet au-dessus de 6000 mètres, il faut être cash avec nos patients. Et ça va vous prendre 1 an pour vous préparer. Et puis, si vous ne voulez pas faire aussi long,
c'est votre problème, mais vous allez vivre l'aventure de façon beaucoup moins confortable, voire vivre l'aventure de façon très écourtée. On peut évidemment, entre guillemets, tricher, puisque maintenant, vous savez qu'on peut faire de l'hypoxie soit en salle, soit à la maison. Maintenant, vous avez 2-3 sociétés en France qui vous vendent ou qui vous louent un compresseur qui va vous permettre de respirer un air dans lequel on aura fait chuter la FiO2 et de dormir dans un air dans lequel on aura fait chuter la FiO2. Voilà. Ça coûte à peu près 1200 € par mois. Voilà. Et donc, ça vous permet, tout en dormant tranquille, de cumuler vos 300 heures d'acclimatation et d'arriver plus ou moins pré-acclimaté au début de l'aventure. Personnellement, je préfère prendre mes 21 jours et aller profiter du pays, voilà, que de dormir. Et vous voyez que les fabricants, ils sont incapables, au jour d'aujourd'hui, de fabriquer des tentes monoplaces, et donc ça veut dire que votre conjoint, il doit aussi faire de l'hypoxie. Sur le terrain, ça concerne que ceux d'entre nous qui sommes passionnés par le sujet, qui sommes privilégiés. Vous voyez bien qu'on a les deux stratégies, soit on s'acclimate sur place, soit on se pré-acclimate, ça veut dire qu'on va arriver à la deadline plus en forme, mais qu'au camp de base, toujours pareil, il faudra rester en dessous de SV1, du premier seuil ventilatoire, toujours pour minorer notre consommation d'oxygène. Et une presque dernière diapo pour vous dire que, quand même, sur le terrain, maintenant, grâce au progrès de la technologie, on a quelques éléments pour surveiller l'acclimatation correcte, votre fréquence cardiaque, votre fréquence respiratoire, votre saturation qui est donnée par tous les montres modernes, votre diurèse, et puis un autre chiffre pour lequel on a démontré l'intérêt en 2014, qui est prédictif de la survenue du maladie du nez montagne, le fameux score de fatigue que toutes les montres vous donnent, qui correspond en fait à la mesure d'un paramètre de votre système parasympathique. Voilà. Lorsque ce chiffre va être beaucoup trop haut par rapport à votre moyenne, c'est le signal que vous êtes en train de ne pas bien vous acclimater. Donc ça veut dire que c'est des messages qu'on peut commencer à faire passer à nos patients qui partent à l'aventure, qui ont souvent des montres sportives. Surveillez votre score de fatigue. Si il est très élevé ou très bas à l'opposé, vous êtes en train de ne pas bien vous acclimater. Quelques diapos, simplement, on va passer très vite, pour rappeler qu'il faut rappeler à nos patients d'être formés en secourisme, qu'il faut un caisson en altitude, et que, il faut prévoir une pharmacie d'expédition. Si vous êtes le médecin, la pharmacie d'expédition, elle doit vous permettre de gérer tous les risques qu'on a évoqués aujourd'hui, mais tout ce que vous apprenez aussi en médecine du voyage. Voilà. Et puis, surtout, je parle d'expérience, informer les gens que vous allez médicaliser de ce que vous mettez à leur disposition. Voilà. J'en ai terminé 2 ouvrages de référence. Alors, un petit peu de pub pour l'Ifremont, j'en profite. On commercialise depuis des années ce petit bouquin qui tient dans la poche, qui vaut 10 balles, et qui vous parle de tout ce qui peut vous tomber sur le coin de la courge, en milieu isolé, et notamment en très haute altitude. Et puis l'ouvrage de référence qui vient être de rééditer, qui est l'ouvrage de référence sur la médecine de montagne, et qui va vous permettre, si ça vous intéresse, de détailler tous les rappels physiologiques qu'on a vus et toutes les pathologies qu'on peut rencontrer en montagne. Et j'en ai donc terminé, et je vous remercie pour votre attention.